OK. Bonsoir à tous. Donc, on va continuer la série de cours sur l'énergie. Alors ce soir, il y a une difficulté parce que mon collègue qui devait faire un cours sur le véhicule électrique de chez Renault était au Japon, il n'est pas encore rentré. Donc il a eu un retard, donc il y a grande chance qu'il n'arrive pas avant l'heure de sa conférence. Alors on a déjà vu dans le cadre de ce cours différents dispositifs électrochimiques, dont les batteries, les supercondensateurs. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir un autre dispositif électrochimique que sont les piles à combustible, et on verra les différentes filières de piles à combustible qu'il y a. Alors, pour mettre cela un peu dans le contexte, eh bien, ça tombe toujours dans le cadre du cycle de l'hydrogène pour un environnement durable, où, si vous voulez, on a vu maintenant, on a presque complété ce cycle d'hydrogène, puisqu'on a vu la dernière fois la transformation d'énergie solaire en énergie électrique par le photovoltaïque. On a vu ensuite la possibilité d'utiliser cette électricité pour faire de l'électrolyse de l'eau. Ensuite, on a vu également le stockage de l'hydrogène. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce dispositif qui est la pile à combustible. Et on va voir tout simplement comment cela fonctionne et quelles sont les promesses qu'on peut attendre de ce système. Alors, bien sûr, ce vecteur hydrogène a été fortement propulsé ces dernières années par de nombreuses institutions, de nombreux gouvernements, et notamment au niveau du gouvernement américain, où j'ai ici mis quelques citations, dans lesquelles vous voyez la citation de Bush, qui avait écrit « Today I'm proposing 1.2 million research funding so that Americans can lead the war in developing hydrogen-powered automobiles. The same thing later, in 2006, is always advocating for hybrid vehicles. And then, of course, the governor of California, Schwarzenegger, as you can see here, I am angry, says the governor, I want more cars, more stations, and not just in California. So this more or less is to tell you that this kind of drug, cette avancée au niveau de la pile, excusez-moi de ne pas avoir tourné encore en anglais, que cette avancée finalement a été poussée par les États-Unis et bien sûr a envahi l'Europe. D'où on va voir finalement comment cela s'est passé et pourquoi ces piles à combustible. Alors si on regarde, on essaie de comparer les piles à combustible avec les autres dispositifs électrochimiques, eh bien on peut les comparer aux supercondensateurs, dont vous avez déjà eu un cours, et dans lequel, dans ce cas, eh bien, l'électricité est stockée par tout simplement la formation d'une couche capacitive à la surface des électrodes due aux interactions ions-électrons sur les surfaces des électrodes de carbone. On peut également le comparer, ce qu'on a déjà bien vu au cas des accumulateurs, où dans ce cas, eh bien, on a des systèmes redox ou des réactions redox qui ont lieu aux deux électrodes, comme indiqué ici. Et bien sûr, les piles à combustible, comme vous le pouvez voir ici, sont des systèmes qui vont générer de l'électricité à partir d'une combustion, à partir tout simplement d'une réaction chimique de comburant et d'un combustible. Mais la différence essentielle entre ces différents aspects, c'est que dans ce cas, eh bien, les piles à combustible sont des systèmes ouverts, comme on va le voir. Alors maintenant, comment se distingue des piles, des batteries? On a vu que dans le cas d'une batterie, c'est un système rechargeable. La pile n'est pas un système rechargeable. D'où on va pouvoir comparer finalement les piles à combustible aux piles classiques. Ces deux systèmes eh bien, vont transformer directement de l'énergie chimique en énergie électrique via une réaction redox. Mais la différence essentielle, c'est que dans le cas d'une pile à combustible, eh bien, on a une alimentation continue en combustible, dans lequel le combustible sera H2 et on verra d'autres ingrédients, et également le comburant sera l'oxygène. Ensuite, les électrons eh bien, vont comprendre ou vont comporter des matériaux qui seront des matériaux catalytiques, comme le platine, le nickel, le palladium ou l'argent, et ensuite, les densités d'énergie seront nettement supérieures que celles qu'on a pour les piles, où dans ce cas, on aura des kilowattheures par kilogramme. Et enfin, c'est des systèmes non polluants. Donc, si vous voulez, c'est un peu cet aspect que l'on va regarder aujourd'hui. Alors, le plan de mon exposé sera le suivant. Je ferai tout d'abord un bref historique sur les piles à combustible. Je rappellerai les fondamentaux de la pile à combustible, les différentes filières, en mentionnant l'état de l'art des matériaux, les aspects, les limitations et également les tendances. Je terminerai sur les applications et certaines conclusions personnelles concernant ces différents aspects. Alors, pour faire un bref historique des piles à combustible, eh bien, dans ce cas, on va remonter à l'histoire
et on va donner le crédit, si je peux dire, à Sir William Groves, qui en 1839 a été le premier à démontrer la pile à combustible en tout simplement utilisant de l'hydrogène et de l'oxygène et du platine poreux dans un électrolyte qui était l'acide sulfurique. Mais dans ce cas, eh bien, il faut voir qu'il y a eu beaucoup de travaux préalablement, notamment un dénommé Sir Davy, qui en 1802 a, dans ce cas, montré tout simplement l'électrolyse de l'eau. Et ensuite, certainement, la personne qui a eu le plus d'importance sur cette découverte de la pile à combustible a été Christian Friedrich Schönheim, qui, lui, a été le premier, en travaillant sur l'électrolyse de l'eau, à observer l'électrolyse inverse. Et cette électrolyse inverse de l'eau n'est rien d'autre que le principe de la pile à combustible que Sir Groves a ensuite publié et démontré par la suite. Alors, après ces découvertes, eh bien, il y a eu des avancées, je dirais, importantes, notamment en 1889, où dans ce cas, Mond et Langer ont introduit les catalyseurs pour améliorer la cinétique des réactions. Mais il a fallu attendre après une soixantaine d'années pour avoir une très forte contribution par dénommé Bacon, qui a construit la première pile pratique de 6 kW. Et ce n'est qu'à partir de 1960 que les premières piles à combustible connurent, je dirais, une exploitation dans le domaine du spatial avec l'installation sur les programmes spatiaux, notamment Gemini en 1963 et Apollo en 1968. Et ensuite, bien sûr, les progrès que l'on va voir par la suite. Voilà pour, si vous voulez, un résumé de ce qu'est la pile à combustible, l'histoire de la pile à combustible. Alors maintenant, ces piles à combustible, je fais un diagramme qui est similaire à celui que j'ai fait pour les batteries au préalable, c'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, on va pouvoir couvrir tout un large domaine d'énergie allant du milliwatt au mégawatt. Et on peut avoir des piles pour les différentes applications en allant, je dirais, des capteurs au portable, au spatial, pour le transport et le stationnaire. Et dans ce cas, eh bien, comme chaque fois, il va y avoir, je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc qui me met sur le computer. Et alors, excusez-moi. Et dans ce cas, eh bien, on va voir qu'il va y avoir différents domaines d'énergie et par conséquent, il y aura différents matériaux que l'on devra considérer et différents systèmes de piles à combustible. Alors, je vais maintenant passer au fondamental des piles à combustible sur l'aspect thermodynamique et l'aspect cinétique des piles à combustible. Alors, ces piles à combustible, eh bien, comme je vous disais, elles reposent toutes sur l'électrolyse inverse de l'eau, c'est-à-dire H2 plus 1 demi d'O2 va donner H2O, plus d'électricité et plus de la chaleur. Et dans ce cas, la réaction classique est ΔG, l'énergie libre, est égale à l'enthalpie moins T delta S, l'entropie, et on a un ΔG de 237 kJ par mol et un ΔH de 285,8. Et à partir de ces chiffres, eh bien, on va voir quel peut être le rendement de la pile à combustible. Alors ce rendement, eh bien, ce n'est rien d'autre que l'énergie utilisable qui va être produite par la pile, comparée tout simplement à l'énergie de la réaction de combustion. C'est pour ça qu'on va déterminer un terme état que j'appellerai ΔG sur ΔH, qui sera le produit des deux énergies dont vous avez mentionné, et ce produit va vous donner les 237,1 que j'ai mentionné ici sur 285,8. Et on aura dans ce cas le rendement idéal de 0,83. Mais bien sûr, on n'a jamais le rendement idéal, on aura ce qu'on appelle un rendement réel ou une efficacité réelle qui sera 0,83 que va être multiplié par le potentiel de sortie de la pile, le potentiel réel, sur le potentiel idéal. D'où par conséquent, la relation finale sera le rendement sera 0,83 que multiplie potentiel réel sur un 229 qui dans ce cas sera tout simplement 0,175 que multiplie le potentiel réel. D'où voilà, si vous voulez, ce que va être ce rendement. Alors maintenant, ce rendement, il va falloir le mettre dans le contexte de l'évolution de ces piles à combustible, c'est-à-dire avec la température. Et lorsqu'on regarde monter en température, eh bien on regarde toujours notre relation ici, et on s'aperçoit que lorsque la température augmente, l'énergie libre va décroître, d'où le potentiel réel va décroître. Du moins, c'est un des facteurs. D'où par conséquent, eh bien, on aura, comme on peut le voir ici, un potentiel qui diminuera au fur et à mesure que la température augmentera. Ce qui veut dire qu'en ce cas, si le potentiel diminue, automatiquement l'énergie va diminuer et le rendement va diminuer avec la température. Et il va suivre cette courbe en rouge que j'ai mentionnée ici.
Alors maintenant, on peut comparer ça tout simplement au moteur thermique, parce que l'avantage de la pile à combustible, c'est que dans ce cas, rien n'est produit par des réactions de combustion. D'où, on n'a pas le principe de Carnot. Par contre, si maintenant on regarde les moteurs thermiques, vous voyez ici, dans ce cas, je transforme l'énergie chimique en chaleur et en travail mécanique, et bien dans ce cas, on est soumis au rendement de Carnot. C'est-à-dire que le rendement sera T1 moins T2, la différence de température, sur la température T1. C'est la raison pour laquelle eh bien, le rendement dans un moteur thermique sera toujours aux alentours de 25 à 30%. Et on peut mettre ça en fonction de la température, et on s'aperçoit que si on suit le cycle de Carnot, eh bien, dans ce cas, on a une augmentation avec la température, mais on a finalement un croisement des deux courbes qui a des températures relativement élevées de 1000 à 1100 degrés C. Donc ça, si vous voulez, c'est, je dirais, un regard sur ces piles à combustible en regardant la pile, le cœur de la pile par soi-même. Mais, comme on peut voir ici, eh bien, si on compare ces différents systèmes maintenant au niveau rendement énergétique avec le générateur électrochimique et les machines thermiques, dans le générateur électrochimique, eh bien, vous avez les batteries qui ont un rendement pratique supérieur à 80%, les piles à combustible de 40 à 60, et vous voyez qu'en ce cas, quels sont les combustibles et les comburants. Dans le cas de la pile à combustible, on a un combustible et un comburant. Dans le cas de la pile classique, on a seulement un combustible, dans lequel, dans ce cas, bien sûr, on jette la pile lorsque celle-ci est utilisée. Et dans le cas d'un moteur thermique, eh bien, on a une chaleur avec un travail mécanique, une chaleur. Mais le point important ici, c'est de regarder que dans les piles à combustible, comme vous pouvez le voir, eh bien, je vais pouvoir avoir soit formation d'électricité, mais également formation de chaleur. Et chaleur, bien sûr, lorsque j'opérerai à des températures relativement élevées pour des systèmes bien particuliers. Donc voilà, si vous voulez, un peu le scénario que l'on regarde au niveau rendement sur ces différents systèmes. Alors maintenant, si on regarde la pile à combustible, comme je disais, il faut le regarder dans le cas de contexte du système. Parce qu'une pile, malheureusement, il n'y a pas que la boîte, mais il va y avoir tout le système qui est autour. Et dans cela, eh bien, on a, si vous voulez, les différents combustibles qui pourront être le méthanol, le méthane, l'hydrocarbure ou la biomasse. Il va falloir un système de reformage avec tous les auxiliaires de système. Il va falloir, pour produire ce gaz de reformage, qui pourra être utilisé tel que, ou alors qu'il faudra purifier pour de l'hydrogène, pour finalement arriver à la pile à combustible. Ce qui fait que vous voyez qu'il y a plusieurs étapes, et tout ça va affecter considérablement le rendement. Et en effet, maintenant, si je regarde les rendements d'une pile à combustible, eh bien, je peux l'écrire par cette formule indiquée en haut, dans laquelle ce rendement sera tout simplement le rendement thermodynamique que multiplie le rendement par potentiel, le rendement faradique et le rendement matière et le rendement du système. Dans lequel le rendement thermodynamique, eh bien, c'est celui que je vous ai déterminé, qui sera ΔG sur ΔH, qui sera de 83 dans le cas à température de 298 degrés K. On aura le rendement potentiel qui sera directement le E, finalement, réel sur le E idéal dont je vous ai déjà mentionné. Le rendement faradique, dans ce cas, celui-ci sera toujours voisin de 1 ou presque. Le rendement de matière, eh bien, c'est le taux d'utilisation des réactifs que l'on va tout simplement mettre en présence. Et le rendement du système, ça va tenir compte de l'électricité nécessaire pour tout simplement tous les auxiliaires, et ainsi de suite. Et si on arrive à cela, et si on fait des petits calculs, on s'aperçoit qu'une pile opérant à 25 degrés C sous 0,7 volts, eh bien, va rejeter, et qui rejette de H2O gazeux, et qui utilise 90% de l'hydrogène et 20% de son énergie consommée pour les auxiliaires, eh bien, on aura un rendement qui sera aux alentours de 40%. Vous voyez que dans ce cas, on a un rendement qui est encore supérieur à celui du moteur thermique. D'où on peut poursuivre encore plus loin dans cette analyse. Et maintenant, quelle est finalement l'efficacité d'utiliser cette pile à combustible si on va produire l'hydrogène par un électrolyseur? Et rappelez-vous, je vous ai fait la dernière fois l'électrolyse de l'eau, et je vous ai mentionné qu'en ce cas, il fallait une surtension. Alors vous avez ici tout simplement l'électrolyse de l'eau qui, théoriquement, est un potentiel de 1,23 volts, mais on est, dans ce cas, obligé d'appliquer une surtension allant jusqu'à 2,1 volts. Ce qui fait que le rendement de l'électrolyseur est tout simplement 1,23 sur 2,1, ce qui fait du 59%. Maintenant, si je prends le rendement de la pile à combustible dont je vous ai mentionné, c'est-à-dire le rapport des deux potentiels, dans ce cas où vous avez la polarisation, comme indiqué ici, on a 0,7 sur 23, d'où on arrive à un rendement global qui est un rendement de 33%. Maintenant, ce rendement de 33%, c'est en faisant l'électrolyse de l'eau,
Et il faut bien sûr stocker l'hydrogène. Et là aussi, je vous ai montré que pour stocker l'hydrogène, eh bien, le rendement pour stocker l'hydrogène est aux alentours de 60%. Ce qui fait que si on continue le calcul, eh bien, on arrive à un rendement global de 20%. Et je vous montrerai à la fin de cet exposé quel est réellement le rendement lorsque maintenant on va utiliser l'électricité ou le soleil pour alimenter cet électrolyseur et ainsi de suite. Vous voyez que dans le cycle hydrogène, eh bien, il y a des pertes énormes de rendement et finalement l'efficacité à la fin énergétique est relativement faible. Donc voilà, si vous voulez, en ce qui concerne cet aspect rendement. Alors maintenant, lorsqu'on va faire une pile à combustible, eh bien, dans le cas des batteries, je vous avais montré qu'on pouvait tout simplement avoir des diagrammes potentiel-capacité. Dans ce cas, les diagrammes typiques qu'on va tout simplement enregistrer pour une pile à combustible sont indiqués ici. On aura la tension de la cellule en fonction de la densité de courant qu'on va exprimer en ampères par centimètre carré. Et vous voyez ici où il y a le potentiel idéal qui est 1,23 volts. Et lorsque votre cellule est mise sous courant, eh bien vous avez directement un écart énorme entre ce potentiel de 23 et finalement le potentiel réel, ce que je vais appeler le potentiel idéal. Et vous voyez que là, on a ce qu'on appelle une polarisation ou une surtension. D'où la question est bien sûr comment réduire cette polarisation. Et pour ce faire, eh bien, je vais être obligé d'aller un peu dans ce que j'appelle l'aspect cinétique des réactions d'électrodes de la pile à combustible pour vous montrer quelle est l'origine de cette surtension ou de cette polarisation. Alors pour ce faire, eh bien, ici, je vais tout simplement introduire le terme de surtension. Et dans cette surtension, je vais la diviser en trois paramètres ou trois facteurs, que vont être la surtension d'activation, la surtension ohmique et la surtension de concentration. Alors la surtension d'activation, qui va bien sûr inclure les surtensions anodiques et cathodiques, eh bien, vont être tout simplement reliées au transfert de charge. Tout simplement, ça veut dire tout simplement, lorsque vous allez faire votre réduction de l'oxygène à la cathode, eh bien, vous voyez que vous avez une surtension NC et vous avez la même chose à l'anode pour l'hydrogène. Et ce qu'il faut que vous voyez ici, eh bien, c'est que ce qui va être le problème particulier aux piles à combustible, c'est que la surtension cathodique, c'est-à-dire à l'électrode d'oxygène, sera toujours supérieure à celle de l'électrode d'hydrogène, la raison pour laquelle, dans ce cas, il faudra travailler sur ces cinétiques d'électrodes. Et on verra pourquoi. Ensuite, on a une surtension ohmique. La surtension ohmique, ce n'est rien d'autre tout simplement que la chute de résistance au travers de l'électrolyte, prenant en considération les résistances de contact et également les résistances au sein de l'électrode. Et enfin, la surtension de concentration, qui va être une surtension liée à un problème diffusionnel des espèces, que je vais montrer par la suite. Donc, par conséquent, vous voyez que le potentiel finalement réel va être le potentiel d'équilibre, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, qui est à 1,23, moins ces termes qui sont des surtensions d'activation, ohmique et de concentration. Alors maintenant, si on veut aller un peu plus en détail, comprendre l'origine de ces termes de façon finalement à trouver les remèdes pour les améliorer, eh bien, il faut aller dans une équation, et n'ayez crainte, il n'y a pas plus d'équations dans ce cours, c'est l'équation tout simplement de surtension de surface électrique ionique, qui est déduite tout simplement par les équations de Tafel et de Böhler-Wollner, où on a cette expression relativement compliquée, dans laquelle il y a 4 termes qui sont relativement importantes et que je vais extraire pour vous pour simplifier directement le message. Ces termes sont le terme alpha, qui est un coefficient de transfert, c'est-à-dire qui va tout simplement caractériser le complexe activé. Il y a un terme K0 qui va être la constante de réaction et qui tout simplement va caractériser le catalyseur, ce qui veut dire tout simplement que la constante de réaction, bien sûr, pour le platine, va être supérieure que dans le cas du nickel. Et ces deux termes sont les deux termes qui vont influencer fortement la surtension d'activation que je vous ai mentionné auparavant. Okay. Ensuite, il va y avoir un terme A, c'est un terme, ça c'est un paramètre géométrique qui va tout simplement donner des informations sur la surface des sites actifs et qui va servir d'indication ou d'indicatif à la qualité du catalyseur et de voir si, en fonction du temps, ce catalyseur va être tout simplement empoisonné ou pas par des gaz comme le monoxyde de carbone et ainsi de suite. Et enfin, le dernier terme que je vais mentionner, c'est le terme OX, qui dans ce cas eh bien, va tout simplement être le terme diffusionnel, qui va tout simplement regarder les problèmes de concentration. Et là, vous comprenez très bien que lorsque dans une pile à combustible, vous avez l'interface, et vous avez dans ce cas des espèces O2 qui vont bouger cette interface, et finalement, cette surtension de concentration va tout simplement caractériser la diffusion des produits et des réactants à ce point trib, à cette interface. Donc voilà, si vous voulez,
les 4 paramètres importants pour cela. D'où, ayant cela, eh bien maintenant on peut mieux comprendre la courbe sous tension d'une pile à combustible. Et cette courbe sous tension, on peut la représenter ici, dans laquelle on a les différentes couleurs pour différencier les surtensions d'activation, surtension ohmique et surtension de concentration. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on va avoir 3 différents domaines. Un domaine à bas courant, où dans ce cas, eh bien, ça va être tout simplement la limitation de transfert de charge qui va finalement contrôler complètement la chute de potentiel. Ensuite, lorsqu'on va augmenter la densité de courant, eh bien maintenant, on va prendre le terme ohmique, et vous voyez, dans ce cas, on a une décroissance linéaire. Et finalement, en bout de course, c'est-à-dire à très grand courant, eh bien là, les électrons peuvent suivre, mais les ions ne peuvent plus suivre, et dans ce cas, il va y avoir tout simplement une limitation de concentration. Donc voilà, si vous voulez, l'évolution de ces fameuses courbes pour les piles à combustible en fonction de la densité de courant. Alors, bien sûr, maintenant, c'est comment peut-on agir sur ces différents paramètres. Eh bien, on va pouvoir tout simplement agir sur la surtension d'activation en utilisant de meilleurs catalyseurs pour changer cette énergie d'activation, jouer avec la structuration de l'électrode. Maintenant, sur la surtension ohmique, eh bien, on va essayer tout simplement de réduire la dimension des électrodes, d'utiliser des électrolytes à plus haute conductivité ionique et bien sûr de minimiser les résistances de contact. Et enfin, concernant les surtensions de concentration, eh bien, dans ce cas, il va falloir jouer fortement sur la microstructure d'électrode, c'est-à-dire sa porosité et la diffusion des espèces à l'intérieur. Donc voilà, si vous voulez, différents points qu'il va falloir jouer. Et ça, quelles que soient les piles à combustible que l'on va voir par la suite. Alors, si on compare ces piles à combustible avec, de nouveau, des accumulateurs, eh bien, comme vous pouvez le voir, on a les supercondensateurs et les accumulateurs ici, et on voit tout simplement que les piles à combustible, ce n'est pas un appareil de puissance, mais tout simplement, ça doit être un dispositif électrochimique qui va donner tout simplement de très grandes densités. D'où, maintenant, eh bien, on va avancer et on va voir finalement les différents matériaux qu'il va nous falloir pour construire ces piles et ainsi de suite. Alors, pour ce faire, eh bien, il va nous falloir un combustible. Et le combustible, et on va voir, va provenir, il y aura plusieurs sources. Il va y avoir l'hydrogène, le gaz naturel, les hydrocarbures, les gaz de synthèse, le diesel, et ainsi de suite. Voilà la quantité ou la qualité des différents combustibles qu'on va avoir, et on verra quand est-ce qu'ils vont être utilisés et pourquoi. Ensuite, le comburant, dans la plupart des cas, je dirais même dans tous les cas, ça sera tout simplement de l'oxygène, puisque bien sûr il est abondant et facilement stockable. L'électrolyte, eh bien, on va trouver la même systématique que dans le cas des accumulateurs. Celui-ci va pouvoir être liquide, polymère et solide. Et on verra que cela va changer en fonction des piles à combustible. Et les électrodes, eh bien, la différence essentielle avec les accumulateurs, c'est que dans ce cas, maintenant, il va y avoir, si je peux dire, le matériau actif, mais surtout les catalyseurs, et il va falloir faire des électrodes composites. Composites avec, bien sûr, des hautes porosités, parce que n'oubliez pas que toujours, il y a l'eau à l'état gazeux et à l'état liquide qui va devoir faire finalement le va-et-vient et voyager dans ces électrodes. D'où par conséquent, on va maintenant construire ces piles à combustible et on va voir les différents matériaux que l'on va voir, que l'on va directement choisir. Alors, ces piles à combustible, dont elles sont nombreuses, vous allez voir, elles vont différencier par la nature de l'électrolyte, par la température de fonctionnement et le type de combustible. Type de combustible, de nouveau, hydrogène ou gaz naturel. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il y a toute une variété de piles à combustible, par le nombre de 6 piles à combustible. Alors, il y a les plus populaires, qui sont les piles membranaires, qui sont des piles, je dirais, polymères, dont on va voir, qui travaillent à une température de 80 degrés C. Il y a également des piles dont le combustible est le méthanol. Je vais vous montrer pourquoi cela a un avantage, mais quels sont les problèmes associés à ce type de piles. Il y a les piles alcalines, qui travaillent tout simplement dans un milieu KOH. Il y a les piles PAFC, acide phosphorique. Il y a les piles aux électrolytes fondus, c'est carbonate fondu. Et finalement, une autre sorte de piles, qui sont les piles, les oxydes fuel cell, qui sont les piles à combustible haute température, qui sont également fortement étudiées. Et on va, si vous voulez, voir un peu ces différentes sortes de piles. Alors, elles vont différencier par le domaine de température, basse température et haute température, pour tout ce qui est PEM, DMFC, AFC et PFC. Elles vont également différencier par les électrolytes, où dans le cas des basses températures, on va avoir un électrolyte polymère, on peut avoir des électrolytes liquides ou fondus,
ou alors des électrolytes solides. Et finalement, elles vont également différencier par le type de combustible qu'on va utiliser. Et là, j'ai tout simplement remis les différentes sortes de piles en fonction de la température et les différents combustibles. Et c'est là que ce que je vous ai dit pour le cours sur l'hydrogène, avec tout ce qui est les méthodes de reformage et ainsi de suite, est très important. Car, on va le voir, pour les hautes températures, eh bien, on va pouvoir tout simplement utiliser des combustibles relativement peu purs, c'est-à-dire le gaz naturel et ainsi de suite. Au fur et à mesure qu'on va descendre en température, eh bien, dans ce cas, il va falloir augmenter la pureté du combustible. Et finalement, les concentrations en monoxyde de carbone à très basse température pour les piles membranaires bien, sera relativement faible. Ce qui fait que le message ici est que plus on va décroître la température d'opération de la pile à combustible, plus il va y avoir tout simplement de besoin de purifier finalement ce combustible pour avoir des opérations efficaces. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi ce besoin de purifier ce combustible. Donc voilà, si vous voulez, un peu ces différents combustibles. Alors, on va commencer maintenant par la première pile à combustible, qui est la pile à combustible membranaire. Alors, vous allez voir, les 6 piles que je vais vous décrire, je vais toujours utiliser le même type de diagramme, avec en dessous le plus et le moins. Alors, dans ce cas, eh bien, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout simplement des électrodes qui sont des carbones poreux, avec bien sûr carbone poreux qui vont être chargés avec le catalyseur qui sera le platine. Et dans ce cas, on va utiliser un conducteur ionique qui sera le naphion, c'est-à-dire un conducteur protonique. Alors l'avantage de ce système, eh bien, c'est que l'électrolyte est solide, d'où automatiquement il y a une très bonne barrière entre l'électrode positive et l'électrode négative. C'est tout simplement des technologies feuillées, comme on avait vu dans les accumulateurs, d'où il y aura une mise rapide en opération, et bien sûr, l'élaboration sera relativement simple. Alors, quelles sont les difficultés ou les problèmes? C'est que dans ce cas, puisqu'on est à basse température, eh bien, on n'aura pas cogénération de chaleur, c'est-à-dire que les rendements seront limités finalement à 45%, comme vous voyez ici. Les membranes, elles sont fragiles et surtout coûteuses. Les catalyseurs qui sont en platine sont coûteux. Et bien sûr, et c'est là la difficulté, c'est-à-dire que lorsque vous travaillez à très basse température, eh bien, il y a une très grande énergie d'absorption du monoxyde de carbone sur le catalyseur. C'est la raison pour laquelle eh bien, il faudra une pureté de quelques ppm au niveau de l'hydrogène que vous allez utiliser pour ces piles à combustible. Et ça, c'est vraiment une difficulté. Et enfin, lorsqu'on travaille à des températures de 80 ou 100 degrés, il y a également une difficulté associée à l'assèchement des membranes, c'est-à-dire le départ d'eau, ainsi de suite. Alors maintenant, si on regarde ce type de cellule, eh bien ici, vous avez le cœur de cellule, où là, on regarde réellement l'action qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on voit très bien la cellule, ici, le conducteur protonique. Vous voyez ici le catalyseur indiqué ici, et la couche de diffusion. Donc voilà, si vous voulez, le cœur, tout simplement, d'une cellule PEMC. Alors maintenant, cette cellule, eh bien, on va les assembler. Et pour les assembler, eh bien, on va faire ce schéma indiqué ici, dans lequel vous voyez ce qui est important, les différentes électrodes. Et également, vous pouvez voir ici les plaques bipolaires. Et alors ça, c'est un point important. Les électrodes sont très importantes, mais les plaques bipolaires, que ce soit dans n'importe quel type de pile à combustible, vont jouer un rôle essentiel. Elles vont jouer un rôle essentiel parce qu'elles vont avoir 4 fonctions. Tout d'abord, bien sûr, elles vont tout simplement mettre en contact la cathode d'un côté et l'anode de l'autre, puisque c'est un bipolaire. D'où il va falloir qu'elles soient un conducteur électronique. Elles vont séparer, comme je vous ai dit, l'électrode positive de l'électrode négative. Et ce qui est important, elles doivent être directement structurées de façon à pouvoir accepter les différents réactants et à sortir les produits de réaction H2O et ainsi de suite. Et finalement, il va falloir qu'elles jouent également le rôle d'échangeur thermique, c'est-à-dire conduire la chaleur vers l'extérieur de la pile. D'où ces plaques bipolaires vont être très importantes. Et de plus, il faudra qu'elles soient dans des matériaux qui ne soient pas corrodés par le milieu de la pile à combustible. Vous allez voir que ça, ce n'est pas une tâche facile. D'où, dès que l'on fait cela, bien ensuite, on peut tout simplement assembler ces différentes cellules pour faire directement une unité de pile à combustible
à membrane qui est commercialisé par la compagnie Ballard aux États-Unis et qui est de quelques kilowatts. Donc voilà, si vous voulez, le cœur de la pile à combustible, qui est la pile à combustible membranaire. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est quelles sont les recherches dans ce domaine et que se passe-t-il. Alors bien sûr, le conducteur protonique, dans ce cas utilisé, c'est un conducteur qui a été mis au point par Dupont de Nemours en 1966 et dont la formule est indiquée ici. L'avantage de ce conducteur protonique, c'est bien sûr qu'il a une très bonne conduction, mais cette bonne conduction, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, elle est tout simplement reliée au rapport de degré de solvatation avec les groupes sulfonates et molécules d'eau. Et dans ce cas, eh bien, on peut avoir deux types de conduction. Une conduction que j'appellerais conduction véhiculaire, dans le cas où, dans ce cas, les concentrations sont relativement faibles. Ici, N est relativement important. On a ce que j'appelle un transport coopératif, c'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, on a tout simplement formation ou participation du solvant ainsi que tout simplement que d'une action à cette conductivité. C'est-à-dire la formation d'un proton et transport de groupe H3O+, dans ce matériau. Ce qui fait qu'on a des conductions relativement élevées, de 10-2, comme indiqué ici. Alors, cette membrane polymérique est bien sûr très intéressante. C'est la seule qui existe depuis plus de 20 ans. Les avantages, c'est qu'il y a une très bonne stabilité chimique, notamment à 80 degrés C. Il y a une très bonne conductivité de 10-2 Siemens par centimètre carré. Facilité de mise en solution. Par contre, c'est une chimie fluorée, chimie complexe, température relativement faible, 110 degrés, transition, et surtout le coût élevé, qui est de l'ordre de 400 € par mètre carré. Et enfin, on verra, un point relativement faible de cette membrane, c'est qu'elle est perméable au méthanol, et cela aura une importance considérable lorsqu'on verra les piles à combustible au méthanol. Alors bien sûr, les chercheurs tentent d'améliorer ces propriétés, et pour ce faire, eh bien, il y a différents axes de recherche. Au niveau des polymères, eh bien, on essaie tout simplement la sulfonation de polymères thermostables, ou alors essayer de construire des polymères avec des groupes aminés, ou des groupes, dans ce cas, imidazole. Le but, toujours pareil, c'est tout simplement d'avoir ce proton et de voir tout simplement un transport coopératif à l'intérieur de ce polymère. Et en faisant cela, eh bien, les résultats récents montrent que l'on peut obtenir des conductivités ioniques 10-2 à 10-3 avec ou jusqu'à des températures de 120 degrés C. Une autre approche consiste à regarder des mélanges copolymères organiques et inorganiques, où dans ce cas, on a un copolymère et on va aller tout simplement l'interrompre par tout simplement des motifs inorganiques. Pour obtenir une température de fonctionnement nettement plus élevée, cependant, comme vous pouvez le voir ici, on peut effectivement travailler à plus haute température, mais on va tout simplement diminuer les conductivités ioniques, ce qui va entraîner des polarisations au niveau de la cellule. D'où, par conséquent, le but, eh bien, c'est où on est toujours à la recherche de membranes protoniques qui peuvent travailler à des températures voisines de 150 ou 160 degrés C. Car si on travaillait à ces températures, eh bien sûr, les cinétiques de réaction seraient nettement plus importantes et on aurait un facteur multiplicatif de 100, voire 1000, en passant tout simplement de 80 à 160 degrés C. Alors, un autre problème de ces piles à combustible membranaires est le platine. En effet, dans ce cas, eh bien, on va tout simplement utiliser de larges concentrations de platine, de l'ordre de quelques milligrammes par centimètre carré, et ce platine, comme je l'ai déjà mentionné, eh bien, il va réagir avec le monoxyde de carbone pour empoisonner la surface, et dans ce cas, vous avez tout simplement une perte, une augmentation de polarisation et finalement une perte d'efficacité de la cellule. Et bien sûr, ce platine va également réagir avec des impuretés telles que le soufre ou le chlore que vous pouvez avoir tout simplement dans les gaz vecteurs qu'on va utiliser. On peut également avoir les mêmes problèmes dans le cas tout simplement pour la cathode, où dans ce cas, les cinétiques, comme je l'ai mentionné, sont relativement plus lentes que pour l'anode, dû au fait que dans ce cas, la réaction de l'hydrogène n'est pas un seul procédé, mais va, dans ce cas, engendrer plusieurs électrons, comme indiqué ici. Et enfin, eh bien, la difficulté avec le platine, c'est que c'est coûteux et les ressources sont limitées, c'est-à-dire que si on voulait faire ou alimenter toutes les voitures électriques avec des piles à combustible,
de ce type, c'est sûr qu'il n'y aurait pas assez de platine. D'où par conséquent, eh bien, il y a un besoin urgent pour de nouveaux catalyseurs. Alors ces nouveaux catalyseurs, là aussi, il y a des recherches importantes pour trouver, si je peux dire, le composé miracle. Et dans ce cas, eh bien, on essaie tout simplement de regarder, de tester des alliages, regarder finalement des calculs théoriques déterminés par ces diagrammes de volcano qui, dans ce cas, vont tout simplement tracer directement la force à liaison en fonction directement de l'activité catalytique de l'alliage ou de l'élément, comme indiqué ici. Et, bien sûr, on essaie de trouver des catalyseurs qui soient moins réactifs vis-à-vis du monoxyde de carbone. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une recherche qui a duré depuis de nombreuses années. Et un des procédés qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est ce que je vais appeler la chimie combinatoire. C'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, on va essayer de chercher plusieurs éléments ou plusieurs alliages, c'est-à-dire de regarder un diagramme ternaire et de préparer toutes les compositions relativement rapidement. Et pour ce faire, on va utiliser des méthodes d'électrodépôt dans lesquelles on va utiliser des cibles, 3 types de cibles, A, B, C, ou sur un substrat de 3 inches, eh bien, on va pouvoir tout simplement aller déposer différentes compositions. Et on fait ça par ces méthodes d'électrodépôt qui sont indiquées ici. Vous avez dans ce cas les 3 substrats et on va les déposer sur cette cible dans laquelle il y a un cache qui va tout simplement tourner et on va pouvoir tout simplement mettre les différentes concentrations et ajuster finalement la composition de ce binaire ou de ce ternaire. Et si on fait ainsi, eh bien, on peut obtenir ces différents types de diagrammes dans lesquels on va obtenir différentes sortes de composés, platine, étain, à différentes compositions, et ainsi de suite, et on peut finalement tester rapidement leur réactivité ou leur comportement catalytique vis-à-vis de différentes réactions, comme dans le cas d'acide formique, le méthanol, l'éthanol, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce qui peut se faire au niveau de la recherche de nouveaux catalyseurs, mais là aussi, les recherches ne progressent que très lentement, car au jour d'aujourd'hui, eh bien, on ne trouve rien de mieux que des catalyseurs à base de platine. Donc, si vous voulez, c'est une limitation que l'on a à ce moment. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en ces piles à combustible membranaire, eh bien, je vous ai mentionné la pile, mais si vous regardez réellement, voilà où est la pile, et voilà tout simplement tous les systèmes auxiliaires qui sont nécessaires pour faire fonctionner cette pile à combustible. Avec notamment, bien sûr, soit les systèmes de réformage, soit l'arrivée d'hydrogène qui doit être stocké, et ainsi de suite. Alors c'est pour cette raison, si vous voulez, que d'autres piles à combustible ont vu le jour, dans lesquelles on pourrait tout simplement utiliser le combustible comme on le produit, c'est-à-dire sans réformage. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, vous avez certainement entendu parler de la pile à combustible à oxydation directe du méthanol. Alors cette pile à combustible, eh bien, elle est indiquée ici, où dans ce cas, eh bien, vous avez la réduction de l'oxygène, le comburant reste le même, le combustible ici va changer, ou en ce cas, on va avoir du méthanol. Et vous voyez qu'en ce cas, on a un procédé à 6 électrons, donc la réaction est indiquée ici, et on a un potentiel idéal qui est un potentiel de 1,21 volts. Voilà le potentiel idéal que l'on a, mais là aussi, vous allez voir, c'est un système, bien sûr, qui est très attractif pour la bonne et simple raison, c'est que dans ce cas, il y a un transforme directement l'énergie de combustion du méthanol en électricité sans besoin de reformeur, mais là, vous allez voir aussi, encore, il y a des difficultés. Alors, quelles sont les difficultés associées à cette pile à combustible? Bien, elles sont au nombre de moins de 3. Tout d'abord, il y a toujours le problème de surtension que je vous ai mentionné. Vous voyez que maintenant, cette surtension est relativement importante, puisqu'on a tout simplement un potentiel de 0,5 volts comparé à 0,7 ou 0,8 volts dans le cas tout simplement de l'hydrogène. Et dans ce cas, vous voyez que la surtension est plus forte à l'anode. Ensuite, eh bien, il y a un problème de rendement faradique, puisque cette réaction que j'ai écrite ici ne va pas jusqu'à complétion, elle va s'arrêter simplement à 4 électrons, c'est-à-dire à la formation d'acide formique. Et enfin, une autre difficulté associée à cela, c'est tout simplement que lorsqu'on va travailler eh bien, avec le méthanol, eh bien, la membrane Nafion que je vous ai mentionnée n'est pas complètement étanche au méthanol, ce qui fait qu'il va y avoir une diffusion progressive du méthanol d'une électrode à une autre. D'où, finalement, là aussi, on a un système qui est élégant. Vous allez voir que tous les systèmes de piles à combustible que je vais vous mentionner, ça va être la même chose. Il y a l'idée, le concept est relativement bien, le mettre en pratique, il va toujours y avoir des problèmes de matériaux
aux électrodes et d'électrolytes. Malgré cela, eh bien, on peut fabriquer des piles à combustible direct au méthanol. Et ici, je vous montre les performances. Vous voyez les performances relativement médiocres, je dois dire. Regardez le potentiel, relativement bas. Tout à l'heure, on avait 0,7, 0,8. Les courants, dans ce cas, sont des courants en milliampères, alors que généralement, on a des courants en ampères. D'où, si vous voulez, les rendements sont relativement faibles. Mais, bien sûr, il est très facile d'utiliser le méthanol comme combustible. Et c'est la raison pour laquelle, que malgré ces rendements relativement faibles, eh bien, cette technologie voit quelques applications dans le domaine du portable, où vous avez des ordinateurs qui ont tout simplement, dans lesquels vous pouvez voyager avec votre cartouche d'alcool et connecter pour tout simplement avoir l'électricité nécessaire ou l'autonomie nécessaire. Donc voilà quelques applications, je dirais, pour ces différents types de piles à combustible au méthanol. Alors ensuite, eh bien, l'autre pile à combustible sont les piles à combustible alcalines. Alors dans ce cas, eh bien, on a des électrodes qui sont du carbone poreux, avec toujours des catalyseurs à base de platine comme indiqué ici. Et dans ce cas, l'électrolyte eh bien, va être de la potasse. Ces systèmes, eh bien, l'avantage c'est qu'ils s'opèrent à basse température, mais la difficulté, c'est que dans ce cas, eh bien, il y a une très faible tolérance au CO2, car le CO2 tout simplement va former des carbonates et qui va tout simplement aller souiller votre électrolyte ici. Et de plus, il va falloir, comme dans le cas des piles tout simplement au méthanol, il va falloir tout simplement une purification d'hydrogène après réformage. D'où ces technologies qui ne sont pas poursuivies fortement. Ensuite, il y a les piles à combustible à l'acide phosphorique, où là, maintenant, vous voyez, on monte en température, on va de 160 à 200 degrés, dans le domaine de 160 à 200 degrés, l'efficacité est de 0,40, et la différence maintenant, c'est qu'on a toujours bien sûr le même comburant. Le combustible eh bien, peut être direct un gaz réformé, un gaz de synthèse ou autre, et on a dans ce cas l'acide phosphorique comme électrolyte. Alors les avantages eh bien, de ce cas, c'est que bien sûr on a une plus forte tolérance pour le CO2, ce qui fait qu'au niveau de réformage, ce sera plus simple. Puisqu'on est monté en température, eh bien, on va pouvoir récupérer de la chaleur fournie, d'où on aura une augmentation du rendement. Mais là aussi, la difficulté, c'est tout simplement, on ne pourra faire que du réformage externe, un catalyseur qui sera coûteux, un milieu très corrosif, et il y aura tout simplement, il faudra quand même limiter la présence de monoxyde de carbone. Ces systèmes eh bien, ont vu le jour, il y a certains démonstrateurs, puisqu'il y a tout simplement une station de 200 kW qui est tout simplement construite en France, en Seine-et-Marne. D'où, de nouveau, c'est des systèmes qui peuvent fonctionner, mais qui sont loin d'être commercialisés, je dirais toujours à l'état de recherche et développement. Ensuite, on va monter en température, et si on monte en température, eh bien, on arrive aux piles à combustible qui sont au carbonate fondu, où dans ce cas, eh bien, maintenant, l'électrolyte, comme je vous disais, c'est un carbonate, c'est-à-dire un liquide formé de carbonate. Dans ce cas, eh bien, on va pouvoir utiliser du gaz naturel ou du charbon gazéifié. Les réactions sont indiquées ici, et les rendements sont autour de 0,45. Alors, en fait, ici, on va utiliser seulement du nickel comme électrode, autant à la cathode qu'à l'anode. Et vous allez voir, ça va poser des difficultés de travailler avec du nickel dans ces bains fondus de carbonate. Alors, le plus de ces systèmes, eh bien, c'est que j'utilise des catalyseurs nettement moins coûteux que le platine, puisqu'on travaille à haute température, on va utiliser le nickel dans ce cas. Il va y avoir un reformage interne, je vais vous montrer. Dans ce cas, le monoxyde de carbone a des plus de difficultés puisqu'on utilise plus de platine. Et puisqu'on est à haute température, il va pouvoir tout simplement régénérer de la chaleur dans ces systèmes. Le moins, eh bien, c'est qu'on a des systèmes très corrosifs et il va falloir tout simplement des acides inoxydables pour pouvoir contenir ces différents électrolytes. Comment se présentent de telles cellules? Eh bien, vous avez une représentation ici. Dans les représentations, je peux dire dans ce cas, on va utiliser différentes plaques et où on voit toujours pareil, le rôle important de la plaque est bipolaire, car c'est cette plaque qui va tout simplement gérer l'arrivée et le départ des différents produits des réactants. On voit la cathode nickel et on voit finalement l'électrolyte qui va tout simplement être des carbonates qui vont être suspendus sur des particules d'alumine. Vous voyez ici le cœur de cette pile à combustible dans lequel finalement on va avoir une migration d'ion carbonate d'une électrode à une autre. L'avantage de ce système, comme je l'ai dit, c'est que maintenant, on va pouvoir faire du reformage interne, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tout simplement alimenter cette pile à combustible en tout simplement un mélange de CH4H2O, et on va tout simplement à l'intérieur, c'est-à-dire à la surface de l'électrode, eh bien, on va générer l'hydrogène nécessaire pour tout simplement
fait réaliser cette réaction. Tout ça, c'est un avantage énorme. Mais cependant, le problème crucial qui limite l'utilisation de ces différents piles à combustible, c'est tout simplement la solubilité du nickel dans le technique carbonate fondu. Alors pour cela, eh bien, les recherches actuelles vont jouer au niveau de l'électrolyte, où on va jouer sur l'oxoacidité de l'électrolyte en tout simplement modifiant la composition avec le carbonate de potassium ou le carbonate de lithium, où on va ajouter tout simplement des terres rares de type La2SO3 pour modifier tout simplement cette solubilité. Et vous pouvez voir ici que si j'utilise de La2SO3, je vais diminuer considérablement cette solubilité. On va pouvoir également agir au niveau de l'anode, et toujours les mêmes, je dirais, les mêmes travaux. On va tout simplement former des alliages. Dans ce cas, il se trouve que les alliages avec l'aluminium ont de meilleurs comportements. On va tout simplement essayer de former des couches protectrices avec des fluorures et ainsi de suite. Et la même chose au niveau de la cathode, où là aussi, eh bien, on va essayer tout simplement de limiter cette solubilité de l'oxyde de nickel. Mais bilan final, eh bien, c'est que la dissolution de NO, eh bien, c'est le facteur crucial qui retarde la commercialisation de ces piles au carbonate. Et si on regarde finalement les acteurs et ce qui se passe, eh bien, ici je vous ai listé les différents acteurs. Si on regarde les évolutions au fur et à mesure du temps, on voit qu'on augmente toujours finalement la capacité ou la densité d'énergie de ces systèmes, mais au but final, eh bien, aujourd'hui on a 70 systèmes dans différents sites et il y a aux environs de 40 millions de kilowatts d'électricité qui sont produits par ce système. Mais il n'empêche que ce n'est pas commercialisé, c'est toujours à l'état de recherche et développement, car il y a des limitations au niveau de ces matériaux d'électrode, et notamment, comme je le répète, le problème le plus crucial pour ce système est tout simplement l'électrode et la formation de NiO qui est soluble dans ce carbonate fondu. Et enfin, la dernière pile sur laquelle je voudrais tout simplement m'attarder un peu plus, parce que c'est celle qui est à la source de plus de recherche aujourd'hui avec la pile membranaire, c'est la pile, ce qu'on appelle solid oxide fuel cell, c'est-à-dire à base de composés inorganiques tout solides. Alors dans ce cas, eh bien, on va avoir des composés inorganiques, notamment des manganites lanthanes, comme dans ce cas électrode positive. Pour électrolyte, eh bien, on va avoir tout simplement une zircone qui va être stabilisée à l'yttrium, et dans ce cas, eh bien, on aura un combustible qui va pouvoir être de différentes sortes. Alors cette pile présente de nombreux avantages. Électrolyte solide, mais dans ce cas, ça évite les problèmes de corrosion et les problèmes d'étanchéité. Il y a des cinétiques relativement rapides puisqu'on va opérer à très haute température. Il n'y a pas de platine. Le reformage in situ va être possible. Et bien sûr, il va y avoir possibilité de cogénération, ce qui fait qu'en ce cas, on va pouvoir atteindre des rendements de 70%. Mais le moins, c'est que dans ce cas, bien, puisqu'on va travailler à très haute température, eh bien, on travaille avec des composés solides. Il va y avoir des réactivités importantes, des ségrégations de phases, des décompositions de matériaux, et ainsi de suite. Et finalement, également, les plaques bipolaires vont avoir des difficultés à assez haute température. Alors, quel développement aujourd'hui? Eh bien, on va dans ce cas travailler au niveau de l'électrode, de l'électrolyte, où l'électrolyte, comme vous pouvez le voir ici, c'est tout simplement de la zircone stabilisée, donc vous pouvez voir la structure. Dans ce cas, on a tout simplement des lacunes d'oxygène et on va avoir tout simplement une conduction par saut, comme indiqué tout simplement par ces schémas en jaune. Ensuite, on va travailler avec une électrode négative qui va tout simplement être en ce cas un mélange de particules d'yttrium, de zircone yttrié, comme indiqué ici, avec des particules de nickel, dans laquelle on va structurer l'électrode de façon à avoir une porosité pour permettre l'arrivée d'hydrogène et le départ d'eau, et ainsi de suite. Et enfin, on va, dans ce cas, utiliser une cathode poreuse qui sera, dans ce cas, des structures perovskites de composition indiquées ici. Donc voilà, si vous voulez, les trois éléments qui constituent aujourd'hui les piles inorganiques solides à haute température. Et cela, je dirais, depuis 10 ou 15 ans. Alors bien sûr, il y a des recherches qui se font à ce niveau et où on regarde finalement comment on peut utiliser dans ce cas ces piles pour un avantage, le fait qu'elles travaillent à haute température. Et vous allez voir ici que finalement, dans ce cas, ces piles à combustible montrent un avantage au niveau du combustible. Car dans ce cas, eh bien, on va pouvoir tout simplement utiliser le combustible de façon relativement directe. Alors on peut utiliser le gaz naturel, disponibilité immédiate, distribution aisée. Cependant, si on fait une oxydation directe du méthane,
eh bien, dans ce cas, on va avoir des difficultés, puisque tout d'abord, il va falloir un catalyseur de plus, et également, on va, dans ce cas, avoir des possibilités d'avoir un dépôt de carbone direct qui peut tout simplement anéantir le fonctionnement de l'électrode. Alors, pour ce faire, eh bien, on va tout simplement passer par des réactions chimiques. C'est exactement la même chose que je vous ai traité lorsque j'ai fait le cours sur l'hydrogène, où on va passer par des méthodes de réformage, dans lesquelles on va avoir une oxydation partielle directement de CH4 ou du vaporéformage. Mais tout ça, eh bien, c'est un réformage externe qui est relativement coûteux, et ainsi de suite. Et l'avantage énorme de ces piles à combustible haute température, eh bien, c'est qu'on va pouvoir faire du réformage interne. Réformage interne, c'est-à-dire qu'en ce cas, on va tout simplement alimenter en CH4, gaz naturel plus H2O, et avec le bon catalyseur, eh bien, on va générer in situ, dans votre pile, tout simplement de l'hydrogène qui sera utilisé pour faire la réaction, tout simplement, d'électrolyse inverse de l'eau. Donc voilà, si vous voulez, l'avantage essentiel de ces piles à combustible haute température. Alors maintenant, comment ces piles sont construites? Eh bien là, vous avez tout simplement le cœur de la pile, une fois de plus, dans laquelle on voit l'anode poreuse, dans laquelle il y a le zircon étrié, avec de ce côté la cathode poreuse qui est un oxyde de manganèse, avec l'électrolyte, et vous voyez ici, tout simplement, à l'extérieur, le flux d'hydrogène et le flux d'air, qui sont tout simplement les combustibles et les comburants. Il y a deux technologies aujourd'hui pour ces systèmes de piles, qui sont tout simplement les configurations planaires, dans lesquelles vous voyez ici très bien l'empilement des trois électrodes, cathode, électrolyte, anode, avec de nouveau, si je peux dire, l'interconnecteur. Toujours pareil, c'est ces plaques bipolaires qui sont dessinées de façon spéciale pour permettre de nouveau l'arrivée du combustible ou du comburant. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, le combustible et le comburant, pour des raisons de cinétique, tout simplement circulent en contresens. Vous avez également une autre configuration, qui est la configuration tubulaire, comme le schéma l'indique ici, où vous avez à l'intérieur une cathode extrudée, sur laquelle on va électrodéposer l'électrolyte qui est la zircon étrié, et ensuite, par une méthode de spray, on va aller déposer l'anode. Donc voilà, si vous voulez, les deux types de configurations que vous avez pour ces piles à combustible. Et cela, eh bien, est développé, c'est-à-dire par la technologie tubulaire est développée par Siemens Westinghouse, alors que la technologie planaire est développée par les compagnies Ceramic Fuel Cell Technology et d'autres compagnies, tout simplement, au Japon, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe au niveau des piles à combustible haute température. Alors, si on regarde, eh bien, on peut conclure en disant que les piles à combustible haute température sont des systèmes très attractifs. Il y a eu des recherches soutenues et considérables depuis des décennies. Les industriels sont intéressés. Il y a eu de nombreux démonstrateurs, il y a de nombreux acteurs, mais la commercialisation tarde toujours à venir. Elle tarde toujours à venir parce qu'il y a bien sûr des problèmes. Les problèmes de température de fonctionnement est trop élevé, et dans ce cas, il y a un manque de matériaux adéquats, soit au niveau des électrodes, comme je vous l'ai dit, il y a l'évolution des phases, la réactivité des différents composants, la ségrégation des phases, et ainsi de suite, soit au niveau des plaques dipolaires, où il y a des dilatations et autres, qui, au fonction du temps, se dégradent fortement. D'où les performances sont insuffisantes, les coûts sont élevés, et le vieillissement est prématuré. Bon, par conséquent, si vous voulez, ces recherches sur les piles à combustible haute température, eh bien, vont, je dirais, presque nulle part. Et pour transmettre ce message, j'ai repris tout simplement un graphe d'un de mes collègues qui appelle ça la vallée de la mort, où au fur et à mesure que vous travaillez, les avancées diminuent et les problèmes augmentent. Donc voilà, si vous voulez, un peu où on en est aujourd'hui dans le cas des piles haute température combustible. Alors bien sûr, il y a des concepts. Comment peut-on dévier de cela? Alors comment peut-on dévier de cela? Eh bien, on va toujours essayer de voir des conditions intermédiaires. Alors je vous ai mentionné les deux extrêmes. La pile membranaire qui est très utilisée parce qu'elle est facile, on peut travailler à basse température, et la pile solide, oxyde, dans lequel, à haute température, on a des rendements excellents. D'où automatiquement, une des solutions possibles serait tout simplement de passer à des systèmes à basse température, c'est-à-dire d'essayer finalement de regarder si on pouvait construire des piles à combustible qui travaillent à des températures de 600-700 degrés, tout solide, plutôt que 900 au 1000 degrés. Et effectivement, il y a deux nouvelles technologies qui aujourd'hui apparaissent,
qui sont les IT-SOFC, c'est-à-dire intermédiaire température, plus basse température, et vous allez voir également les piles à combustible protonaires ou protoniques qui travaillent tout simplement à des températures de 400 ou 500 degrés C. Alors bien sûr, lorsqu'on travaille à cette température, eh bien, on va tout simplement profiter du meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'en ce cas, on aura un réformage simplifié, les fabrications seront plus à bas coût, des matériaux métalliques seront possibles, on n'a pas besoin de platine toujours, et le cyclage thermique sera plus aisé, et ainsi de suite. Et l'industrialisation, théoriquement, devrait être plus aisée. Mais là aussi, ça veut dire qu'on est en train de changer de concept et de passer dans un autre domaine de température. Cela veut dire qu'il va falloir encore maintenant regarder ou synthétiser de nouveaux matériaux, de nouveaux électrolytes pour pouvoir travailler dans ces conditions. Alors effectivement, ce qui se passe, eh bien que si maintenant je descends en température, je vais avoir des avantages définitivement au niveau du coût, au niveau des problèmes de matériaux où je n'aurai une réactivité qui sera moindre, mais n'oubliez pas que toute la cinétique de réaction, eh bien, elle va tout simplement diminuer également. Ça veut dire que lorsque je vais baisser en température, eh bien, mes potentiels vont changer, mais surtout les cinétiques de réaction vont changer. Et vous voyez ici d'ailleurs les potentiels d'électrolytes ou les surtensions au niveau de l'électrolyte, de l'anode et de la cathode, au fur et à mesure que je baisse en température, c'est-à-dire que je vais augmenter. D'où par conséquent, les rendements vont diminuer. D'où bien sûr, comme je vous le disais, c'est-à-dire que maintenant, c'est tout un autre jeu. Il faut trouver de nouveaux matériaux pour finalement tomber dans ce domaine d'application. Et c'est ce que les chimistes du solide tentent de faire et ont travaillé depuis quelques années. Et une nouvelle famille de matériaux, quand je dis une nouvelle famille, pour ceux qui ont travaillé sur les supraconducteurs, ce n'est pas de nouveaux matériaux, puisque c'est les phases qu'on avait utilisées de cela 15 ans pour les supraconducteurs, structure de type K2NiF4, ou dans ce cas, eh bien, comme vous pouvez voir ici, il y a tout simplement des oxygènes interstitiels. Et les chercheurs, notamment à Bordeaux, Montpellier et ailleurs, ont montré que ces phases présentaient des avantages par rapport tout simplement à la manganite que je vous ai mentionné auparavant. Et des cellules ou des piles combustibles ont pu être tout simplement construites à partir de ces matériaux. Vous avez ici une configuration dans laquelle vous retrouvez votre électrode, l'anode de nickel. Vous avez ici le séparateur, l'électrolyte solide, qui est toujours pareil, n'a pas été changé, c'est toujours pareil, dans la zircone yttriée. Et enfin, ce nouveau matériau qui travaille à plus basse température. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on peut obtenir des performances qui sont relativement correctes, puisqu'on a des potentiels, on va dire, moyens de 0,8 volts. Mais regardez les courants. Dans ce cas, on est en train de parler d'ampères par centimètre carré et non plus de milliampères par centimètre carré, comme je vous ai mentionné pour tout simplement les piles à combustible au méthanol. D'où là aussi, si vous voulez, il y a, bien sûr, c'est juste que des recherches préliminaires. Pour voir si cela va tenir la route, eh bien, c'est pour la durabilité et de voir comment cela va se comporter dans le temps. Alors, une des dernières, je dirais, avancées, ou plutôt des derniers concepts qui est en train d'être développé dans ce domaine, eh bien, c'est tout simplement, comme je vous l'avez déjà dit, c'est finalement d'associer le meilleur des deux mondes et le meilleur des extrêmes. Où maintenant, eh bien, on a montré que dans le cas des PEM, elles travaillaient à 80 degrés, on avait un conducteur protonique et on avait des systèmes qui étaient relativement attrayants, et on a montré que c'était du tout solide. Et là, on montre directement à haute température qu'on a des céramiques, on a très bon rendement. Et la question, c'est est-ce qu'on pourrait tout simplement mélanger ces deux technologies et construire cette technologie intermédiaire qui est la technologie protonique PCFC tout solide. Et effectivement, on peut construire ces différentes sortes de piles à combustible. Donc, vous avez le principe ici, où maintenant, eh bien, on va utiliser toujours pareil le combustible avec l'hydrogène, avec le comburant qui sera l'oxygène. On va travailler à des températures de 400-450 degrés C. Et dans ce cas, eh bien, toute la difficulté va être de trouver tout simplement un conducteur protonique solide pouvant travailler à 400 ou 450 degrés C. D'où, là aussi, le concept à la réalisation, et le concept, je dirais, est élégant. La réalisation va nécessiter un travail de recherche au niveau des matériaux, et notamment au niveau de nouvelles céramiques conductrices protoniques, dont une est une structure perovskite, dont j'ai indiqué ici la formule. Donc voilà, si vous voulez, où en sont les recherches dans ce domaine des piles à combustible. Alors maintenant, eh bien, il me reste un peu à arriver aux conclusions. Les applications des piles à combustible, quelles sont-elles? Une question. J'aurais pu poser l'autre question. Quand est-ce qu'elles vont être là? Et j'y répondrai dans un peu de temps.
d'où il y a dans le cas des centrales électriques, où effectivement il y a des unités de 1 à 10 MW, certaines unités sont en fonctionnement, mais à l'échelle des démonstrateurs. Il y a également au niveau des véhicules électriques, où il y a beaucoup de travaux par différentes compagnies au niveau des véhicules électriques pour l'association avec la pile à combustible. Au niveau du spatial, je vous l'ai montré, ça a été une des premières applications des piles à combustible. Il y a les applications domestiques et il y a bien sûr les applications électroniques du portable et ainsi de suite. Alors maintenant, si on regarde finalement les nombres de démonstrateurs, eh bien on voit que l'intérêt pour la pile à combustible augmente. Le nombre de démonstrateurs augmente puisqu'on est passé de 14 500 à 19 700 en l'espace de 5 ans. Mais on doit toujours dire que les piles à combustible sont toujours dans le domaine de la recherche et développement et la commercialisation est constamment repoussée. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, au niveau du combustible, je voulais mentionner, le choix de la filière de production est très important, c'est-à-dire qu'on va utiliser des combustibles, soit l'hydrogène pur, soit le gaz de synthèse. Il faut assurer le stockage de l'hydrogène et sa distribution, d'où par conséquent, il y a la nécessité de créer une infrastructure. Il faut réduire le coût du kilowatt délivré par les piles à combustible, car si je compare directement le coût par kilowatt avec les batteries, qui est autour de 100 ou 120, avec les supercondensateurs, et si je compare directement les piles à combustible, vous voyez qu'il y a un facteur 50, et en étant, je dirais même, très conservateur. Ensuite, il va falloir augmenter les performances, meilleurs électrolytes, meilleurs catalyseurs, et également meilleures plaques bipolaires. Augmenter la durabilité, on est encore loin, je dirais, du but, et une meilleure synergie entre également la pile à combustible et le système que j'appelle tous les auxiliaires. Et finalement, je pense que ce serait important, c'est une meilleure synergie entre les différents acteurs pour favoriser l'intégration des différents acteurs, c'est-à-dire les chercheurs, développeurs et les utilisateurs. Donc voilà, si vous voulez, les défis qui restent. Alors maintenant, pour clôture et pour finalement revenir au premier transparent, on peut se regarder quelle est la validité du cycle hydrogène. Rappelez-vous, je vous ai fait des calculs de rendement et j'étais arrivé au rendement aux alentours de 20%. Maintenant, si je prends le solaire et si je fais la conversion photovoltaïque, eh bien, vous voyez tout simplement que mon rendement final au niveau énergétique est de 2,5%. Donc voilà, si vous voulez, le cycle hydrogène, dont on a beaucoup d'éléments, je vous ai parlé, et comme vous pouvez le voir, on n'est qu'à seulement 2,5%. D'où il m'appartient de conclure cet exposé de deux façons. Soit je peux le conclure de façon classique, comme tous les exposés sur les piles à combustible, dans lequel on va vous dire la pile à combustible est encore dans la période de recherche et développement. 10 à 15 ans sont encore nécessaires avant la commercialisation et la pénétration du marché. Ou je vais le conclure sur une note plus personnelle. La technologie est vieille de plus de 150 ans, qui a toujours été une technologie d'avenir et qui malheureusement le restera encore pour quelques décennies. Sur ce, merci pour votre attention. Et malheureusement, mon collègue François Orsini n'est pas retourné du Japon et ne pourra pas vous faire cet exposé sur les batteries et le véhicule électrique. Merci pour votre attention.